Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Louis Alliot, maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Louis Alliot, beaucoup de sujets internationaux. Évidemment, on va pas refaire tout ce qui se passe partout dans le monde, mais la guerre Israël-Iran. Alors G7, Donald Trump a quitté le G7, mais il a signé le communiqué commun des pays qui est membres du G7, les chefs d'État et de gouvernement appellent à la désescalade tout en affirmant le droit d'Israël à se défendre et en déclarant que l'Iran ne devra jamais pouvoir se doter de l'arme nucléaire. Ça vous va, ce communiqué ? Je crois qu'il contente tout le monde, oui. Oui. Puisque cette affaire vient du fait qu'il y a un État qui veut rayer de la carte notre État et qui, pour le faire, se donne les moyens d'accéder à la bombe atomique, ce que ne veulent pas les nations du monde. Donc, je pense que c'est un communiqué raisonnable, mais je ne sais pas si ce sera suffisant pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre. Alors, comment arrêter la guerre ? Comment arrêter la guerre ? En tuant monsieur le guide suprême Khamenei, je ne sais pas moi. Écoutez, vous non plus. Bon, mais je pense que les grandes puissances mondiales, comme les États-Unis, ont très certainement leur rôle à jouer, mais je crois que Donald Trump a quitté précipitamment le G7, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Non, on ne sait pas pourquoi. Et il s'est fendu d'ailleurs de messages contre le président Macron, dont on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Voilà. Surtout que la Maison-Blanche avait affirmé qu'il avait quitté le G7 pour s'occuper de l'affaire Israël-Iran. Et puis après, le contraire 2 heures après. Mais je crois que le monde d'aujourd'hui est dans un profond bouleversement. Et ça, que je suis d'accord. Aux 4 coins de la planète, je crois qu'il n'y a pas une zone de stabilité. Est-ce que la France doit s'engager militairement pour appuyer l'armée israélienne ? Offensivement ? Offensivement, je ne sais pas, mais il est évident que si Israël était menacé dans son existence par des armes de destruction massive, je pense que la France devrait se tenir prête. Alors intervenir, je pense qu'elle n'en a pas les moyens, donc l'affaire est réglée, mais je pense qu'elle serait aux côtés des nations libres. Être défensive, dit Emmanuel Macron, comme d'ailleurs le Premier ministre britannique et comme le Premier ministre allemand, comme Friedrich, le chancelier allemand. Je crois qu'on est dans un instant de profonde, on pourrait dire, réflexion dans les relations internationales dans le monde, avec la place de la Russie aussi, que le président Trump a remis d'ailleurs au goût du jour il y a quelques jours. Mais je pense surtout pour connaître un peu l'état de l'armée française et du budget, notamment de l'armée française, que je crois que la France n'a plus les moyens. En forte augmentation, le budget, quand même. Oui, d'accord, mais tellement abîmé que la France n'a plus tout à fait les moyens d'intervenir comme elle croit qu'elle pourrait le faire. Et on a un président qui parle, mais qui est en totale inadéquation avec les moyens qui sont les nôtres. C'est pas tout à fait ce que disent les militaires, Louis Alliot. Mais bon, écoutez, c'est pas tout à fait ce que disent les militaires. Mais bon, on va pas entrer dans ce débat. Je vais pas entrer dans ce débat. Simplement, est-ce qu'il y a des drapeaux au fronton de la mairie de Perpignan ? Il y a le drapeau de la ville de Perpignan. Oui, avec le drapeau catalan aussi. Non, avec le Saint-Jean-Baptiste. Il y a le drapeau catalan, évidemment. Oui. Et il y a le drapeau français. Voilà, c'est tout. Ça suffit. Ça suffit, et selon les occasions, il peut y avoir des drapeaux pour honorer un événement particulier. Oui. Comme quand on jumelle la ville de Perpignan avec la ville de Palma de Majorque, il y a le drapeau mallorquin. Mais sur la façade, effectivement, dans l'hôtel de ville, il y a le portrait de Boualem Sansal, dont nous demandons la libération, et nous continuons à soutenir le comité qui demande sa libération. Et il y a surtout le portrait de tous les otages israéliens du Hamas. Voilà. Et tant que le dernier otage ne sera pas libéré, eh bien le panneau sera sur la façade de l'hôtel de ville. Ni drapeau palestinien, ni drapeau israélien. Ni drapeau palestinien, ni drapeau israélien. Non, je vous dis ça parce qu'il y a des polémiques. On a demandé au maire de Saint-Denis d'enlever le drapeau palestinien. On a demandé au maire de Nice d'enlever le drapeau israélien. Vous ne mettez aucun drapeau. Écoutez, oui, bon, ça ne nécessite pas que l'on mette un drapeau. C'est anecdotique. Bien, vous avez choisi. Louis Alliot, je voudrais revenir sur une déclaration qui m'a un peu surpris.
je vous le dis sincèrement, c'est celle de Jordan Bardella. Hier matin. Mais oui, je vous vois sourire, Louis Alliot. Mais non, mais je vous vois sourire, mais ça m'a un peu surpris. Qu'a-t-il dit? Seule une élection présidentielle anticipée permettra de sortir par le haut d'une crise démocratique. Et il demande cette élection présidentielle anticipée. Il veut une présidentielle anticipée. Vous aussi? Écoutez, on a un président qui, certes, a été élu, mais qui n'est plus du tout entendu dans son propre pays. Il n'y a pas de majorité, il n'a plus de majorité. Il a un parti politique qui ne le soutient ou qui le soutient modérément, mais surtout, il a toute une opinion contre lui. Et donc, on a l'impression que les Français subissent. Alors, ils subissent les propos de M. Macron, ils subissent la politique du gouvernement, et on se demande jusqu'où ça peut aller. Alors que c'est vrai que l'idéal serait que nous repartions aux élections. Ça paraît évident. Est-ce que vous demandez ce matin, comme Jordan Bardella, une élection présidentielle anticipée? Je pense que ça réglerait le problème. Vous êtes pour? Mais je ne vois pas comment c'est possible au regard du narcissisme du personnage. Non, mais d'accord. Mais oui, d'accord, mais c'est important de le dire. Non, mais d'accord. Mais est-ce que vous demandez, comme Bardella, Jordan Bardella, j'ai horreur de dire le nom sans le prénom, comme Jordan Bardella, une élection présidentielle anticipée? Écoutez, je ne sais pas s'il a demandé, parce que je n'ai pas vu la déclaration. Si, mais moi je vous le dis. Vous me le lisez, et je ne trouve pas ça choquant, et je pense qu'effectivement, Marine Le Pen est d'accord. Ça aurait le mérite de la clarté. Marine Le Pen est d'accord pour une présidentielle anticipée, à laquelle elle ne pourrait pas participer d'ailleurs. Pourquoi elle ne pourrait pas y participer? Parce que s'il y a présidentielle avant le jugement, elle ne pourrait pas y participer. Vous lui poserez la question. Moi, mais d'accord, Louis Alliot, mais vous êtes... oui. Pas du tout, je vous dis politiquement, oui. Ce serait la clarification d'une situation qui devient, à mon avis, pour notre démocratie, dangereuse. Donc vous dites oui, sans Marine Le Pen? Ah non, je ne dis pas oui, sans Marine Le Pen, je dis... S'il y a présidentielle anticipée, il n'y a pas Marine Le Pen. Dans cette interview, il a dit aussi que Marine Le Pen était la candidate naturelle... Oui, enfin... Ah oui, d'accord. Oui, non mais d'accord, candidate naturelle qui ne peut pas se présenter. Moi, je me bats pour que Marine soit candidate à l'élection présidentielle. Ça, j'ai compris. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que je sais que vous êtes proche de Marine Le Pen. Et je sais que vous soutenez Marine Le Pen. Et que vous espérez que Marine Le Pen sera candidate en 2027. Bien sûr. Mais comme je ne vois pas M. Macron démissionner là dans la semaine ou le mois qui arrive, si vous voulez, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Est-ce que la déclaration de Jordan Bardella a été faite avec l'accord de Marine Le Pen? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas au milieu de leur discussion. Bon. Vous savez, je vis assez loin de Paris. Mais j'y viens. Enfin, vous êtes vice-président du Rassemblement National. J'y viens toutes les semaines, mais après, il y a des logiques politiques. La candidate naturelle, c'est évidemment Marine Le Pen, mais très honnêtement, notre système démocratique aujourd'hui est vicié, avec un président qui n'a plus de légitimité, mais qui veut se mêler de tout. Exemple, les ZFE, où le Parlement vote contre et n'en veut plus, et M. Macron appelle ses troupes à remettre ce texte-là que les Français ne veulent pas. Oui, voilà, mais Louis Alliot, vous partez sur un autre terrain. Ah oui, on aura l'occasion d'en parler, Louis Alliot. Mais moi, je voudrais clarifier les choses, parce que, notamment, les militants, mais pas que les militants, les sympathisants du Rassemblement National ont envie de savoir exactement, vous soutenez Marine Le Pen, c'est clair. C'est clair. Est-ce que Jordan Bardella est le successeur naturel de Marine Le Pen? Je vous le dis. Je vous pose la question. Je crois que Marine a été suffisamment claire sur le sujet. Si elle était empêchée dans sa candidature à la présidence, le candidat naturel derrière Marine serait Bardella. Mais pour l'instant, c'est pas le... Pas vous. Non, pas moi. Je veux dire... Pas vous, non. Vous ne serez jamais donc candidat à la présidence de la République, quoi. Moi, je suis aujourd'hui engagé dans ma ville. Je compte y rester et continuer à jouer mon rôle à l'échelle nationale parce que je pense que j'ai aussi des idées à défendre au sein de mon mouvement. Voilà. Bon, donc c'est clair. Pas vous. Ah non, pas candidat à la présidentielle. Non. On est bien d'accord. Bon, j'ai lu aussi ce qu'avait déclaré Jean-Philippe Tanguy. Parle beaucoup au Rassemblement National. Vous me faites l'abécédaire de toutes les déclarations. C'est pas moi qui m'exprime. C'est pas moi qui m'exprime. Alors que dit Tanguy? Jean-Philippe Tanguy. François Bayrou est toujours à Matignon parce qu'il s'entend bien avec Marine Le Pen. Relation personnelle, c'est vrai ça? Mais disons qu'il est d'une grande courtoisie et d'une certaine transparence. Quand il y a un problème, eh bien, il consulte pas que Marine Le Pen, il consulte aussi les autres. Ce qui est d'ailleurs sa marque de fabrique par rapport à M. Barnier.
Mais je pense qu'au final, quand même, il y aura quand même un problème avec son budget, parce que son budget n'est ni fait ni à faire, et qu'au final, il risquera quand même la censure, y compris des députés du Rassemblement national. Voilà, la censure, c'est sur le budget. Ça paraît évident aujourd'hui. Oui. Il y a des textes qui sont de nature à pouvoir arriver au bout. Le statut de l'élu, celui sur le narcotrafic est arrivé, il y en aura d'autres. Sur le budget, très honnêtement, en entendant les déclarations d'un certain nombre de ministres, je ne vois pas comment ça pourrait passer. Bon, donc le RN est prêt à censurer sur le budget. On est bien d'accord. On l'a toujours dit, vous savez. Donc censure, ça veut dire peut-être dissolution. Oui, ça, on en est moins sûr au regard de ce que le président de la République laisse filtrer. Mais en tout cas, on verra la suite. Vous savez, les possibilités sont multiples. Le président peut renommer François Bayrou, il peut renommer n'importe qui. Hein. Oui. Louis Alliot, parlons du conclave des retraites, puisque apparemment, il y aurait conclusion aujourd'hui. Je me méfie, je me méfie. Vous aussi, j'imagine. Alors, est-ce que, comme la gauche, vous demandez le retour de l'âge légal à 62 ans ? Comme la gauche, on demande l'abrogation de la précédente loi qui met l'âge à 64. Voilà. Mais on donc un retour à combien ? À 62 ? 62, mais on défend... Comme la gauche. Oui, non. Comme la gauche socialiste. Non, il y a deux projets. Il y a celui qui veut la retraite à 65 ans, et puis il y a la gauche qui veut la retraite à 60 ans. Nous, on est pour la progressivité. Non, les socialistes, c'est à 62. Oui, mais les socialistes ne sont pas seuls à gauche. Nous, on est pour la progressivité. Et surtout des annuités, parce que là, je ne veux rien dire. Si vous rentrez à 25 ans sur le marché du travail, eh bien, vous partirez pas à 60 ans à la retraite. Vous proposez 42 années, 42 Exactement. Annuités. Et 42 annuités, et au prorata de ce que vous avez cotisé. Ce qui n'est pas quand même la même chose que ce que l'on peut entendre sur un certain nombre de canaux d'information. Donc, pas de part de capitalisation. On peut imaginer, pour celles et ceux qui le veulent, une part de capitalisation, mais qui n'est pas... je vous dis ça parce que la droite le propose. Oui, mais qui n'entame pas justement le principe des 42 annuités et du départ pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et après l'âge de 20 ans. Je pense qu'il y a deux systèmes. Votre allié Éric Ciotti propose, oui, bien sûr, la capitalisation. Je l'ai entendu ce matin d'ailleurs le proposer. Oui. Écoutez, on en discute d'ailleurs entre nous, mais ce qu'il a dit est vrai. Il a dit, mais mon système n'empêche pas la coexistence avec le système qui est proposé par le Rassemblement national. Bien. Une prime pour maintenir les seniors en emploi ? Ça, je dois dire que c'est un peu gadget de la part de M. Bayrou, car le problème de la retraite et de l'emploi en France, c'est le sous-emploi des jeunes et pas le suremploi des seniors. Donc on devrait on est en retard aussi sur l'emploi des seniors. Mais on devrait s'occuper surtout du sous-emploi des jeunes et de la manière de mettre en adéquation le marché du travail avec les formations, parce qu'il y a quand même un grand flou artistique. Et moi, je le vois dans mon département, où vous avez 10 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Et si elles ne sont pas pourvues, souvent, c'est parce qu'en face, il n'y a pas les formations nécessaires. La pénibilité, j'ai vu la demande de la CFDT, c'est la CFDT qui se base sur le sujet pénibilité. La pénibilité, permettre de partir à la retraite plus tôt pour celles et ceux qui ont exercé un travail pénible. Là, vous êtes en accord avec ça ? Oui, on sera attentif à ces questions-là, parce qu'effectivement, sur un certain nombre de métiers en tension et difficiles, je pense qu'un aménagement, effectivement, de ces cas précis pourrait avoir notre soutien. Louis Alliot, est-ce que le régime de retraite de base, le régime de la sécurité sociale, doit être géré par les partenaires sociaux ? Je vous dis ça parce que l'Agirc-Arcom, parce que c'est un débat qui est ouvert. L'Agirc-Arcom, les retraites complémentaires sont gérées par les partenaires sociaux et bien gérées. Et bien gérées. Alors, est-ce que le régime de la sécurité sociale doit être géré par les partenaires sociaux ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais le système actuel de la sécurité sociale, j'allais dire, mérite peut-être une plus grande transparence dans sa gestion, mais peut-être pas une révolution, car c'est un acquis. Et en revanche, je pense que l'équilibre pourrait être trouvé par un certain nombre aussi d'économies ailleurs. C'est ce qu'on a toujours dit, mais qui n'est jamais mis en application. On demande toujours systématiquement des efforts aux mêmes. Les retraités, notamment des petites retraites, mais peut-être faudrait-il aller chercher de l'argent ailleurs. Moi, je n'entends jamais parler d'immigration, de coût de l'immigration, qu'on le veuille ou non. Un étranger qui arrive du jour au lendemain en France aujourd'hui et qui n'a pas de travail, eh bien, est une charge pour la collectivité. Combien sont-ils dans ce cas-là ?
système de santé, système éducatif, système social. Ceux qui ont un travail ne sont pas une charge pour la collectivité. Exactement, mais ceux-là... Donc ils doivent bénéficier des mêmes droits sociaux que les Français qui, eux, travaillent aussi. Et ceux-là, ils bénéficient déjà des mêmes droits, ou pratiquement des mêmes droits. Mais c'est logique. Oui, c'est logique. Le problème, ce sont les autres. Combien sont-ils à venir chez nous, à ne pas travailler? Mais le résultat, en général, est simple. Si on dit que 10% des gens qui arrivent chez nous viennent dans le cadre d'un travail ou trouvent du travail, ça veut dire que 90% des autres n'en ont pas. Et ceux-là, ils sont à la charge de la collectivité. Et ça pèse sur les comptes publics à tous les niveaux. Et le maire que je suis peut témoigner des situations difficile, socialement difficile, d'un certain nombre de familles qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, alors que par des prestations sociales, d'autres arrivent à vivre, j'allais dire, plus décemment. On touche des prestations sociales lorsqu'on travaille, lorsqu'on cotise. Oui, quand on a des minima sociaux. Louis Alliot. Oui. Quand on a des minima sociaux, oui. C'est logique, d'ailleurs. Oui, c'est logique, mais... qu'on soit étranger ou français, d'ailleurs. Ça crée quand même, ça crée une inégalité, que vous le vouliez ou non. Et les Français n'en peuvent plus et n'en veulent plus, surtout. Bien, la règle d'or des 3%, j'ai vu que vous étiez en train de... c'est Jean-Philippe Tanguy, encore, décidément. Ce Tanguy, on le voit, on l'entend partout. Jean-Philippe Tanguy, règle d'or des 3%, ça y est, vous avez changé de politique, là. Non, on peut l'appliquer si, en contrepartie, il y a les efforts nécessaires à des économies substantielles sur des domaines que le gouvernement, aujourd'hui, ne veut pas regarder. Mais notamment l'immigration. Oui, enfin donc, est-ce que vous voulez l'inscrire dans la Constitution, cette règle d'or des 3%? Moi, j'y suis pas favorable. On peut la tenir parce que, budgétairement parlant, ça a un sens de dire on fait des efforts pour contenir le déficit. Mais si on fait ces efforts-là, il faut qu'en contrepartie, il y ait une politique absolument claire, précise, et surtout qui taille dans des dépenses qu'aujourd'hui ne devrait pas connaître la France, et notamment le budget de la France. Et on parle de 20 milliards sur notamment les économies en matière de budget d'immigration. Oui, alors 3% de déficit, il faut expliquer. C'est le budget, c'est Maastricht. C'est Maastricht, voilà. et donc vous rangez. On l'a dépassé depuis, je vous signale, depuis que la règle a été fixée, on l'a toujours dépassé. Voilà. Mais maintenant, en Europe, beaucoup de pays la dépassent. Mais vous savez, nous, quand on règle des collectivités, on n'a pas le droit de... On est obligé de voter des budgets à l'équilibre. Voilà, alors que l'État, lui, il peut emprunter, etc., et endetter comme il le veut. Donc peut-être, effectivement, il faut mettre tout le monde au même niveau de rigueur budgétaire et contraindre l'État à respecter les règles. Après, c'est les électeurs. Peut-être dans la Constitution. Oui, ou les électeurs, peut-être un jour ou l'autre, il faudra qu'ils fassent notre choix. Parce que s'ils continuent à mettre au pouvoir une fois la gauche, une fois la droite, une fois la gauche, une fois la droite, eh bien, ils auront systématiquement la même politique. Mais vous êtes la droite, vous. Vous n'êtes pas l'extrême droite, vous ne voulez pas entendre ça. Exactement. Donc vous êtes la droite. Mais on est autre chose. Parce que la droite, aujourd'hui, on ne sait pas très bien où elle est. Elle est avec M. Bayrou et elle gouverne avec M. Macron. M. Retailleau, la droite. Eh bien, elle gouverne avec M. Bayrou et M. Macron. M. Retailleau, vous le pensez de droite? Je pense qu'il parle comme un homme de droite, mais qu'il agit comme un homme du centre. Oui. Voilà. Oui. Pourquoi dit-on de Marine Le Pen, souvent, qu'elle est une femme de gauche? Parce que je pense que c'est pour nuire à sa stature politique. Vous pensez? Et que ses préoccupations sociales gênent un certain nombre de leaders politiques. Gênent aussi peut-être un certain nombre de sympathisants du Rassemblement national, non? Je dis ça parce que on la considère comme souverainiste et antisystème. Elle est souverainiste, on est d'accord. Elle est antisystème, on est d'accord. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais elle n'est pas identitaire. Elle n'est pas identitaire. Et elle n'est pas libérale. Elle n'est pas libérale en ce sens qu'il y a quand même un vote populaire important et que ce vote populaire est assis sur des masses, on va dire, qui sont des Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont du mal à trouver du travail, qui ont du mal à payer leur loyer. Et ces gens-là, eux, se moquent pas mal de savoir s'ils sont à droite ou à gauche. Ce qu'ils veulent, c'est vivre dans leur pays. C'est pour ça que la catégorisation entre droite et gauche aujourd'hui, à mon avis, n'a plus aucun sens. D'ailleurs, la gauche gouverne avec la droite. Vous la faites un peu. Et inversement, en revanche, il y a souverainiste et puis mondialiste ou européiste. Et libéral. Libéral, ça veut tout dire et rien dire. Comme Jordan Bardella, qui revendique d'ailleurs. Oui, enfin, on n'est plus libéraux que communistes quand même. Il faut. Oui. Oui, non, mais
faut quand même clarifier les choses. Mais on n'est pas non plus ultra-libéraux, en ce sens que nous pensons qu'il faut une intervention dans le système économique pour réguler, en quelque sorte, les inégalités. Quelques mots sur Perpignan, les problèmes d'eau, c'est réglé ? Le problème d'eau est enfin réglé après 24 heures, oui. Et une fuite particulièrement difficile à détecter. Voilà. Oui, à détecter. Le problème de sécheresse, ça, c'est pas réglé. Non, malheureusement, mais on s'en sort mieux que les autres années, donc on peut dire les nappes recommencent à se remplir. Et on espère avoir un été à peu près normal. Bien. Dernier mot, la Légion d'honneur retirée à Nicolas Sarkozy sur décision du grand chancelier. Juste décision après la condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption ? Écoutez, c'est la loi, mais c'est choquant en soi. Voilà. Moi, je trouve que c'est choquant. Il est président de la République. Il l'a été. Il a servi son pays au niveau le plus élevé de la hiérarchie institutionnelle. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est peut-être plus adapté au temps que nous vivons. Est-ce qu'on doit retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine ? Mais voilà un exemple. Non, mais je vous pose la question. Voilà Mais est-ce qu'il fallait la lui donner ? Oui. Après, cette Légion d'honneur, si vous voulez, elle est décernée à tout le monde pratiquement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens d'ailleurs n'ont plus le même respect qu'ils pouvaient avoir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'ordre de la Légion d'honneur et les gens qui ont la Légion d'honneur, mais vous côtoyez des gens au parcours tellement inégaux que, très honnêtement, ça veut plus rien dire. Et de ce point de vue-là, c'est bien dommage qu'on ait finalement un peu banalisé l'octroi de cette Légion d'honneur, surtout aux amis politiques. Vous regarderez, au Rassemblement national, il n'y en a pas beaucoup qui ont la Légion d'honneur. Bien, merci Louis Alliot. Peut-être qu'il y en aura plus. Si bien. Marine Le Pen est présidente de la République, nous verrons bien. Louis Alliot, merci. Il est 8h56, vous êtes sur Sud Radio.